régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Avec nous dans ce Club des territoires, Nicolas Prissette, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à la Tribune Dimanche. Catherine Tricot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la revue Regard. On va revenir avec vous sur la volonté d'Emmanuel Macron d'opérer un sursaut stratégique dans la guerre en Ukraine contre l'avis, pour l'instant, de ses alliés occidentaux. Et si Emmanuel Macron devra aussi convaincre les différents partis politiques français. Débat mardi prochain à l'Assemblée nationale, débat mercredi prochain au Sénat. Et demain, il reçoit effectivement les chefs de partis à l'Élysée, un peu en amont de ces deux débats. On va en parler, la guerre en Ukraine qui devient un thème central de la campagne des élections européennes et qui fait sans doute partie de la stratégie de la majorité présidentielle pour combler son retard dans les sondages avec le Rassemblement national de Jordan Bardella. Avant d'évoquer ces sujets, on va regarder l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, nous sommes avec Mickaël Texier, rédacteur en chef à TV Tour Val-de-Loire. Bonjour Mickaël. Bonjour à vous. Alors cette semaine, l'IVG était dans l'actualité avec l'inscription dans la Constitution de cette liberté de recourir à l'avortement. Et c'est quand même donc une victoire du point de vue constitutionnel, mais en réalité, il y a toujours un problème d'accès à l'IVG, Mickaël. Oui, c'est ça, un vote qui était salué particulièrement, vous l'avez entendu, sur toutes les chaînes, sur toutes les télévisions, par ces associations notamment qui militent pour le droit des femmes et l'accès égal à l'IVG, comme le planning familial, dont nous avons rencontré la présidente en Indre-et-Loire, dans le département. C'est 1400 femmes chaque année qui ont recours à l'IVG. Pour elles, donc cette inscription à la Constitution est une belle victoire, un moment historique. Ça va éviter que ce droit puisse être remis en cause aussi facilement que dans certains pays, comme les USA, l'Argentine, ou encore la Pologne. Le droit inscrit dans le marbre de la Constitution est donc une avancée. Mais dans la pratique, vous le disiez, il reste du chemin à parcourir pour un accès égal à l'IVG. Rien n'empêche, selon la présidente du planning familial d'Indre-et-Loire, de limiter les financements selon les départements ou les régions. Une situation encore plus complexe quand on parle de déserts médicaux. En 2022, une femme sur 6 a dû changer de département pour recourir à une IVG, en partie à cause du manque de médecins, selon les statistiques du ministère de la Santé. Le planning familial qui estime qu'en France, 130 centres d'IVG ont fermé leurs portes ces 15 dernières années et réclament donc leur réouverture. Et puis Mickaël, un autre sujet à quelques jours du 8 mars, de la Journée internationale des droits des femmes, l'Observatoire des inégalités qui est à Tours publie quelques données. Et oui, c'est un observatoire qui produit régulièrement des données sur les inégalités en France, des données qui font autorité. Il a extrait, cet observatoire, cette semaine, des chiffres éloquents sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Ces chiffres confirment ce que l'on sait, les femmes sont moins bien payées que les hommes, 24% de moins en général, mais ce chiffre masque des durées de travail différentes. À temps de travail équivalent, c'est 15% de moins encore pour les femmes, ce qui cache là des postes et des responsabilités différentes. Pour un même métier et un même temps de travail, c'est 4% de moins. Les femmes sont donc toujours perdantes. L'Observatoire, dans ses dernières publications, égrène les chiffres sur les études longues, les postes à responsabilité, les discriminations, la représentativité en politique. Et à chaque fois, c'est au désavantage des femmes. Les médias, eux, ne sont pas en reste, où les femmes représentent 39% des adultes vus à la télévision, par exemple, selon les chiffres de l'Arcom repris par l'Observatoire. Autre exemple, 45% des experts invités en plateau sont des femmes. La télévision qui reproduit aussi des images stéréotypées, dans la publicité notamment. Quand il s'agit de publicité pour les produits de coiffure, les personnages sont à 97% des femmes. Si l'on parle de bricolage, elles ne sont plus que 12%. Merci beaucoup pour votre intervention, Mickaël Texier. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à TV Tour Val-de-Loire. Catherine Tricot, sur l'IVG, une réaction. Il y a eu certes cette victoire historique d'inscription dans la Constitution de l'IVG, mais sur le terrain, il y a toujours en France un problème d'accès à ce droit à l'avortement. Non, mais c'est tout à fait certain. Mais là, j'ai quand même envie en ce moment de retenir la victoire parce qu'elle a eu un retentissement international tout à fait inattendu. Aux États-Unis, à New York,
les femmes se sont même retrouvées dans des espaces publics pour suivre en direct le vote du Parlement français de l'inscription de l'IVG. Donc je pense qu'il s'agit d'un soutien très puissant donné à tout ce mouvement mondial dont on voit qu'il est protéiforme, qui s'oppose aux violences sexistes et sexuelles, qui défend le droit à l'IVG, qui défend l'égalité professionnelle. Et je pense que ce mouvement des femmes qui est vraiment, qu'on voit dans le monde occidental, mais qu'on voit également en Iran de façon extrêmement importante, qu'on voit également avec les femmes afghanes et qu'on voit partout en Afrique, c'est un mouvement qui pousse en avant les sociétés à un moment où il y a des forces du recul, de la régression et éventuellement des stéréotypes maintenus. J'ai en tête l'extrême droite qui quand même pousse partout pour le maintien de l'ordre des hommes qui dirigent la sphère privée comme la sphère publique. Et ce mouvement des femmes est une vraie force pour s'opposer à la montée de l'extrême droite et c'est ça qui me réjouit. Nicolas Prissette, c'est une victoire mondiale d'Emmanuel Macron, cette inscription de l'IVG dans la Constitution ? Le sujet, c'est pas tant un sujet de droit. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la Constitution aujourd'hui, demain, une autre majorité réactionnaire, rétrograde, peut le changer, elle aussi. Donc le sujet, c'est pas... Il faudra faire une révision constitutionnelle. Oui, bien sûr, mais si vous avez une majorité pour le faire, vous pouvez supprimer l'IVG de la Constitution. Donc le sujet n'est pas un sujet de droit en réalité, c'est un sujet de pédagogie. Et c'est un sujet de défense des valeurs. Donc à l'occasion, en utilisant en quelque sorte les moyens du droit, on repose le débat et on réaffirme quelles doivent être ou quelles sont les valeurs qui sont constitutives et qui créent et qui unifient la société. Et pourquoi on le fait ? Parce que la loi Veil en 75, elle nous a pas fait changer d'époque. L'époque, c'est toujours la même. Et donc, il y a toujours des risques que les droits et les avancées et le progrès soient remis en cause. Donc, le fait de faire ça avec l'IVG, c'est un point très important. Mais ça devrait aussi être fait, de mon point de vue, avec d'autres éléments constitutifs de ce qu'est la société française ou occidentale avec ses valeurs héritées des Lumières. Et ça devrait, par exemple, être fait avec les principes de dignité humaine qui peuvent être éventuellement remis en cause par certains aspects programmatiques de l'extrême droite. Il y a tout un tas d'éléments qui sont, en quelque sorte, les piliers de la société et qui, régulièrement, doivent être, à mon avis, reposés et rediscutés et réaffirmés. Allez, on va évoquer le premier thème de ce club consacré à la guerre en Ukraine, puisqu'Emmanuel Macron était hier en République tchèque à Prague et il a continué à mettre la pression sur ses alliés occidentaux pour opérer un sursaut stratégique dans la guerre en Ukraine. Le président français a estimé, je cite, qu'il ne fallait pas être lâche face à Vladimir Poutine. Reda Emrabit. Une visite à Prague et des mots pour rassurer Kiev et avertir Moscou. Hier, à l'occasion de sa visite d'État en République tchèque, Emmanuel Macron était venu signer un partenariat stratégique, mais pas que. Le président en a profité pour réaffirmer sa position sur la guerre en Ukraine, lui qui désormais n'exclut pas l'envoi de troupes terrestres dans ce conflit. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Emmanuel Macron a souhaité aussi réagir face aux accusations d'ingérence à son encontre. Nous voulons soutenir l'Ukraine, peuple souverain, qui décide encore, jusqu'à preuve du contraire, ce dont il a besoin et les tierces parties qu'il appelle. Il n'y a que les Russes qui pensent que les Ukrainiens n'ont plus le droit de faire ça. Ne reprenons pas leurs argumentaires. Ils sont souverains, les Ukrainiens. La deuxième chose, c'est que nous ne voulons pas d'escalade. Le président français a ainsi soutenu l'initiative tchèque d'achat de 800 000 obus pour l'Ukraine, une nouvelle vision qu'Emmanuel Macron devra aussi assumer face aux autres forces politiques dont certaines ont vivement critiqué cette stratégie. Catherine Tricot, on a l'impression qu'Emmanuel Macron continue à mettre la pression vis-à-vis de ses alliés occidentaux, les États-Unis, les Européens, notamment après leur refus de cette option envisagée par Emmanuel Macron de ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Oui, c'est ce qu'on voit, mais je pense qu'il faudrait quand même se calmer un tout petit peu parce qu'on ne peut pas se traiter comme ça ses partenaires. Je veux dire qu'il improvise une position, il la maintient alors que tout le monde lui a dit qu'il y avait quand même à minima une discussion à avoir et on ne peut pas avoir le camp des lâches
face au camp des raisonnables qui seraient courageux et qui iraient en défense de la démocratie. C'est-à-dire cette vision binaire que nous propose Emmanuel Macron, et j'ai entendu tout à l'heure le ministre qui était sur votre plateau dire dans les mêmes termes, présenter le débat dans les mêmes termes sur la question ukrainienne, je crois qu'elle n'est pas juste parce que je pense que tout le monde est inquiet et que personne n'a envie de la victoire des Russes en Ukraine. Je pense que ça fait consensus en France et que ça fait consensus en Europe très largement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques forces qui seraient favorables à finalement la domination d'un État russe fort d'obédience nationaliste, mais je pense que ce n'est pas ça qui domine. Par contre, le risque d'une guerre qui dégénérerait, parce qu'on est quand même, on n'est pas en 1914, on n'est même pas en 1939, on est dans un moment où il y a des armes nucléaires de toutes parts et que donc le problème ne peut pas se poser simplement d'armée contre armée. Je pense qu'il faut essayer d'avoir de l'intelligence et de la créativité pour ouvrir des champs. Or, pour l'instant, ouvrir impossible hors de la guerre. Parce que je ne crois pas je pense qu'on ne peut pas avoir une défaite militaire de l'Ukraine, mais je ne crois pas qu'on va battre la Russie en envoyant des troupes sur sol, surtout qu'on a face à nous, je veux dire, un dirigeant, Vladimir Poutine, mais il n'est pas tout seul, Vladimir Poutine. Quand bien même il viendrait à disparaître, je veux dire, c'est quand même un État qui est structuré sur le nationalisme et que donc il faut réussir à faire une désescalade, ce dont a parlé Emmanuel Macron, mais dans les mots. Il ne dit rien et dans ce qu'il énonce, ce n'est que, au contraire, raviver l'inquiétude, la tension et éventuellement l'engrenage. Nicolas Prissette, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de créer tout seul, de manière isolée sur la scène européenne, une escalade dans cette guerre en Ukraine ? J'en suis pas aussi persuadé. Je pense qu'Emmanuel Macron a parfaitement posé le sujet, à savoir qu'on entre dans la troisième année on est entré dans la troisième année de cette guerre. La situation fait que les Ukrainiens reculent. Et donc, l'issue de la guerre, pour les Occidentaux, ça a été clairement fixé. C'est le retrait de l'armée russe de l'Ukraine. Et pour obtenir ce retrait, la négociation ne marche pas, les sanctions, ça ne marche pas. Et donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'options qui restent parce qu'on n'amènera pas M. Poutine à la désescalade en le mettant autour d'une table. Donc, ce que pose Emmanuel Macron, c'est de savoir quelle est la volonté des Occidentaux d'aller jusqu'au bout de cette intention, de ce projet géopolitique qui est de faire reculer, et civilisationnel, qui est de faire reculer la Russie, de faire sortir la Russie de l'Ukraine. Et donc, il a posé, me semble-t-il, le sujet en des termes qui sont des termes profondément réalistes. Après que les alliés soient incapables d'être au même niveau, au même degré de lucidité, c'est vrai que c'est dramatique. C'est vrai que le comportement des Allemands n'est pas à la hauteur de la situation. C'est vrai qu'il y a un risque considérable que les États-Unis sortent de la coalition, en tout cas n'y soient plus de la même manière avec une potentielle victoire de Donald Trump. Et c'est vrai que la mort de Navalny a remis en lumière le danger extrême que fait peser le régime de Vladimir Poutine sur toute l'Europe. Donc, si Emmanuel Macron ne pose pas les sujets clairement, qui va le faire ? Est-ce qu'on va continuer d'attendre que la situation s'enlise sur le terrain, que les Russes gagnent des positions et qu'ils tuent leurs adversaires politiques ? C'est ça le sujet qui est posé à l'Europe. Il n'est pas posé qu'à la France. Emmanuel Macron le fait. Il a peut-être fait maladroitement et peut-être que c'était pas assez concerté avec les autres. Mais en tout cas, la question se pose aujourd'hui parce que l'échéance, comme me semble-t-il, américaine qui est devant nous, fait en sorte qu'on ne sait pas de quoi demain l'avenir de la coalition sera fait. Et oui, Catherine, est-ce que finalement Emmanuel Macron est réaliste avec des troupes ukrainiennes qui reculent, avec la possibilité de plus en plus probable de voir Donald Trump revenir au pouvoir aux États-Unis et donc se retirer de l'aide à l'Ukraine? Finalement, est-ce qu'on n'a pas le choix? Il faut accélérer dans cette guerre face à Vladimir Poutine. Non, je pense que les risques sont sérieux. Je ne suis pas du tout en train de minimiser, le risque du désengagement américain, les difficultés que rencontrent apparemment les Ukrainiens. Je ne suis pas une grande spécialiste, j'avoue, de l'analyse sur le terrain de la situation en Ukraine, mais j'en crois ce que j'entends et que ça a l'air d'être assez compliqué et que donc il faut certainement les aider, il n'y a aucun doute sur le sujet, mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait rien d'autre qui soit mené en parallèle. Et qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, je pense que la question de l'isolement diplomatique et politique de la Russie est une question fondamentale, que la question de relancer des organismes internationaux comme l'ONU pour trouver des solutions dans un cadre international
est fondamental. Ce qui se passe, ça a l'air d'être un parallèle bizarre, mais le fait qu'on laisse faire ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est-à-dire que l'ONU ne soit pas capable d'imposer un cessez-le-feu, d'intervenir pour que cesse ce qui est en train de se passer de manière dramatique, fait qu'on a un effondrement des organismes internationaux. Donc si on n'a plus d'ONU en capacité de faire prévaloir le droit international et d'être un lieu de discussion et de concertation, je ne sais pas comment on va s'en sortir dans le monde qui vient, dans un monde de prolifération nucléaire. Il est indispensable de travailler, et je trouve qu'Emmanuel Macron devrait y travailler. Nous faisons partie du Conseil de sécurité. Nous devons travailler à la remise en selle de l'ONU pour régler les conflits imminents et urgents, le danger imminent à Gaza de famine et éventuellement une défaite en Ukraine, pour pouvoir avoir un lieu de concertation sur les questions de sécurité dans le monde. Alors pour évoquer l'aide à l'Ukraine, il y a le cadre européen, le cadre international, et puis il y a aussi le cadre de la politique française, puisque Emmanuel Macron a annoncé un débat au Parlement consacré au soutien de la France à l'Ukraine. Et puis, ce débat, il fait suite à son annonce la semaine dernière, en marge du sommet de Paris, de ne pas exclure l'envoi de troupes au sol. Précisément, la semaine dernière, l'Élysée avait organisé une conférence en soutien à l'Ukraine. Une vingtaine de pays avaient fait le déplacement alors que le conflit entre dans sa 3e année. Et au sortir de cette réunion, le chef de l'État a été interrogé sur la possibilité d'envoyer des soldats sur le terrain. On rappelle la phrase qui avait beaucoup fait parler. Rien ne doit être exclu. Beaucoup de gens qui disent jamais, jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais des tanks, jamais des avions, jamais des missiles à longue portée il y a 2 ans. Ces propos ont donc beaucoup fait réagir. Dans l'opposition, certains lui reprochaient d'être dans une logique d'escalade guerrière. Gérard Larcher a quant à lui rappelé le rôle central du Parlement dans ce genre de décision. Écoutez le président du Sénat. Une décision de cette nature est une décision grave qui ne peut être prise qu'en coordination avec les autres pays de l'Union européenne, qu'en coordination avec l'OTAN. Et je rappelle qu'on ne peut pas faire de déclaration de guerre sans la soumettre au Parlement. Et donc, je rappelle tout simplement que le moment venu, le président de la République, s'il devait prendre cette décision comme chef des armées, est une décision dont il devrait nous entretenir avant même de l'annoncer, et que là, le Parlement est incontournable, c'est la Constitution. Et dans la foulée, Emmanuel Macron a annoncé que le Parlement aura son mot à dire. Oui, l'Élysée a annoncé l'organisation d'un débat sur le soutien à l'Ukraine, débat qui sera suivi d'un vote. Tout cela au titre de l'article 50-1 de la Constitution qui prévoit la possibilité pour le gouvernement de faire une déclaration devant les parlementaires sur un sujet déterminé, à la suite de quoi on procède au vote. C'est l'occasion d'afficher ses positions sur la question ukrainienne. À noter qu'en amont de ce débat, Emmanuel Macron a convoqué les chefs de parti à l'Élysée. La réunion aura lieu demain matin. Elle se déroulera sous le format des rencontres dites de Saint-Denis. Hier, Mathilde Panot a confirmé que la France Insoumise se rendra bien à l'invitation. C'est Emmanuel Bompard qui ira écouter. Nous y allons pour porter nos propositions. Lesquelles ? Et notamment, dans les propositions, nous disons on ne résoudra pas la guerre avec plus de guerre, c'est-à-dire dans une escalade guerrière. Et il faut, notamment ce que nous demandons depuis le début des violations du droit international par la Russie, c'est-à-dire une conférence de l'OSCE avec une issue diplomatique à ce conflit, avec des garanties de sécurité mutuelle. C'est ce que nous demandons. Le débat aura donc lieu la semaine prochaine, 12 mars à l'Assemblée nationale, 13 mars au Sénat, Alex. Nicolas Prissette, vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron va réussir à convaincre les différents partis politiques français de renforcer l'aide à l'Ukraine ? C'est pas forcément l'objectif. Évidemment, il n'y aura pas de consensus sur ce sujet. On vient d'entendre Mathilde Panot. On ne sait pas quelle est la solution de Mathilde Panot à la fin en termes de frontières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une partie elle accepterait qu'une partie de l'Est de l'Ukraine finalement passe aux mains des Russes. C'est pas clair du tout. Donc on voit bien qu'il n'y aura pas de consensus sur ce sujet. Pour Emmanuel Macron, c'est une façon de reprendre la main sur le terrain international après une séquence qui a été particulièrement houleuse au Salon de l'Agriculture, puis toute la crise agricole dans son ensemble. Et donc là, il est en majesté, en président de la République, dans son habit institutionnel le plus élevé. Et dans son rôle le plus éminent, à savoir le comportement d'un pays face à une situation de guerre. Et c'est normal et logique qu'il en parle régulièrement avec l'ensemble des forces politiques. Il l'avait déjà fait. L'appel la proposition de faire un débat à l'Assemblée nationale, elle intervient donc dans le registre institutionnel que vous avez rappelé, qui est un débat sans vote et avec un échange d'arguments. C'est pas du tout la même
disposition que celle qu'évoquait Gérard Larcher peu de temps auparavant dans votre présentation, Steve, et qui répond à la procédure d'entrée en guerre du pays qui doit être validée à un moment ou à un autre par le Parlement. Donc le débat, oui, il va avoir lieu, il n'y aura pas de consensus, non, mais Emmanuel Macron pourra au moins dire qu'il a informé et partagé un maximum d'informations, en tout cas c'est ce qu'on peut souhaiter, avec tous les partis, y compris ceux de l'opposition. Catherine Tricot, finalement, ce sont des consultations, des débats formels qui sont organisés par Emmanuel Macron. C'est impossible de trouver en France un consensus aujourd'hui sur l'aide militaire à l'Ukraine? Moi, je vous disais tout à l'heure que je ne crois pas à ça. Je pense que sur l'aide militaire à l'Ukraine, il va y avoir un certain consensus. Il n'y a peut-être pas de consensus sur l'issue. Vous disiez tout à l'heure, j'ai écouté l'interview de Mathilde Panot hier matin sur votre plateau, où elle disait en effet qu'il fallait faire une conférence internationale sur les frontières et qu'elle en appelait au vote des populations pour déterminer leur appartenance ou non à tel ou tel État. Donc ça, c'est un type de proposition. Elle ne dit pas qu'il faut arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine. Exactement, voilà ce que je voulais dire. On n'est pas forcément d'accord sur la manière de sortir du conflit, mais ou sur le point d'atterrissage d'un possible compromis. Mais je crois que la France insoumise, et comme l'ensemble de la gauche, alors je pense même que le Rassemblement national votera le maintien ou la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine. Donc je crois que ce n'est vraiment pas sur ce point-là que se pose la divergence. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que c'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron va recevoir les présidents les chefs de parti. Ça me semble cette fois-ci assez légitime, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il a des choses à leur dire qui ne sont pas visibles tout à fait sur la place publique. Il peut y avoir de l'information qui est d'un ordre confidentiel. Par contre, ce qui a un peu traîné, c'est en effet le débat à l'Assemblée nationale. Vous l'avez rappelé, c'est la 3e année qu'il y a ce conflit et que ce débat-là aurait dû avoir lieu et que Emmanuel Macron et le gouvernement, d'une certaine manière, n'est pas très pressé de faire jouer à l'Assemblée nationale son lieu de respiration de la vie démocratique. Alors la guerre en Ukraine, ce sera aussi un thème de la campagne des élections européennes sur le rôle justement des alliés européens pour soutenir les Ukrainiens. Et on va évoquer justement cette campagne des élections européennes avec la majorité présidentielle qui se met en ordre de marche pour mener campagne avec la nomination de sa tête de liste, Valérie Hayé, et puis les critiques qui commencent à fuser de plus en plus vis-à-vis du Rassemblement national. On va réécouter Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe, qui était sur notre plateau ce matin et qui vise Jordan Bardella. Je vois Jordan Bardella qui, lui, n'a pas beaucoup mis les pieds au Parlement, qui est en campagne depuis un an et qui se désintéresse, qui a déserté le Parlement européen. Nous avions des parlementaires qui, jusqu'au bout, ont négocié, ont déposé des amendements, ont voté. Et voilà pour ces propos de Jean-Noël Barrot. Nicolas Prissette, ça y est, le duel est lancé véritablement par la majorité présidentielle face au Rassemblement national. Le but, c'est d'essayer de combler cet écart dans les sondages qui se creusent de plus en plus avec Jordan Bardella et aux environs de 10% d'écart. Oui, et il était largement temps pour la majorité de se mettre en ordre de bataille parce que cet écart, on devine qu'il va être très compliqué à résorber, même si on ne fait pas de projection, mais c'est pas dit que le jour du vote, on soit à 10 points d'écart. La dernière fois, précédentes élections européennes, il y avait aussi d'écart, il était moindre dans les sondages, et à la fin, le Rassemblement national et la majorité étaient à touche-touche avec le Rassemblement national qui était légèrement devant. Donc, pour l'exécutif et pour la majorité, là, il y a vraiment une stratégie qui se déploie un peu tardivement et qui vise essentiellement à cibler le Rassemblement national, à le mettre devant ses incohérences, de mettre devant ses responsabilités, à rappeler des tas d'éléments que vous avez lus, entendus ces derniers jours sur le positionnement du Rassemblement national au sein de l'Assemblée européenne, où il ne va pas voter contre la Russie, alors qu'en France, il va se prononcer, et c'est récent dans son histoire, pour la Russie. Donc il y a tout un tas d'éléments et d'arguments qui sont maintenant développés par Valérie Hayé et qui le seront par le gouvernement, qui le sont déjà par le gouvernement. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que ça sera l'unique angle d'attaque pour cette élection? Il faut souhaiter que non. Au sein de la majorité, on explique qu'il y a un projet qui sera présenté, qui sera défendu et qui ira sur toutes les thématiques qui sont celles de l'Union européenne. Ce ne sera pas uniquement de la bataille politicienne.
Mais reste qu'on a cherché pendant longtemps au sein de la majorité les arguments, les éléments de langage qui permettent d'attaquer frontalement le Rassemblement national. Ça a été très long à se mettre en place. Aujourd'hui, ils les ont trouvés. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup les choses évoluer dans les intentions de vote, mais on n'en est qu'au début. Catherine Tricot, la majorité présidentielle qui se relance dans un duel avec le Rassemblement national, sauf que là, on a l'impression que ça peut jouer à son détriment. Ça va être dur de combler ce retard avec le RN face à un Jordan Bardella de plus en plus populaire. Ça ne va pas suffire d'éclairer sur les failles du Rassemblement national, notamment vis-à-vis de la Russie. Je dirais qu'ils s'y prennent tard et ils s'y prennent pas très bien. C'est-à-dire que je trouve que l'entrée en campagne de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale la semaine dernière, quand il a attaqué le Front national en disant qu'en fait c'était des troupes de Vladimir Poutine en France, c'était totalement exagéré. Je suis vraiment très très loin de penser du bien du Front national et c'est même principalement mon ennemi, alors que les autres sont plutôt mes adversaires politiques, si j'ai à me situer politiquement. Mais on ne parle pas comme ça, sans preuve, sans arguments sérieux et solides. Enfin voilà, je trouve ça tout à fait, excessif, pas crédible. Et ça vient aussi à un moment, à un moment où le Front national est pris comme l'objet des critiques du gouvernement, alors que par ailleurs, on peut le voir avoir une certaine tendresse à l'égard de certaines idées du Front national. Et on l'a vu au moment de la loi immigration qui a beaucoup, beaucoup choqué. Et que ça, c'est un sujet qui n'est toujours pas pardonné. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le gouvernement est pressé d'enchaîner des contre-feux, etc. Voilà, je trouve que le Rassemblement national, ils ont réussi, ils décident de le tacler, mais pas d'argumenter sur le fond. Et sur le fond, ce ne sont pas en disant simplement en disant qu'eux, ils sont le camp de la raison face aux défaitistes, que, à mon avis, ils vont faire dégonfler le Front national. Il faut dégonfler le Front national en le prenant sur le fond de son projet, en défaisant son idéologie profonde et en répondant aux questions. Et je veux dire par là, par exemple, que le fait que la France soit le seul pays en Europe à s'être opposé actuellement au Parlement européen à la directive qui permettrait de considérer que les travailleurs des plateformes, vous savez, les gens de chez Uber, Deliveroo, etc., il y avait un projet pour qu'ils soient reconnus comme des salariés. C'est-à-dire qu'il y ait une présomption de salariat déguisé et que cet enjeu qui est extrêmement important pour ces salariés-là, mais aussi pour qu'on n'ait pas une extension de ce type de travail qui défait le Code du travail. Et le seul pays qui s'y est opposé, c'est Emmanuel Macron. Donc il nous fait beaucoup de bruit par ailleurs, mais sur les enjeux qui sont des enjeux concrets et de protection sociale et de faire un mieux-disant en Europe pour défendre les salariés et les Français, il est le seul à s'y opposer et pour l'instant, ça reste compliqué de le faire passer. Nicolas Prissette, un mot sur le casting de la majorité présidentielle. C'est Valérie Ayé qui a été choisie comme tête de liste pour ces élections européennes. C'est la présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen. Est-ce que c'est le bon profil, c'est-à-dire une eurodéputée qui a beaucoup travaillé à Bruxelles et à Strasbourg, ou est-ce que c'est un choix par défaut, faute de poids lourd de la majorité pour mener cette liste? C'est un profil très intéressant, Valérie Ayé, parce que, vous l'avez rappelé, elle a l'expérience du Parlement européen et donc on peut lui faire confiance. Elle saura de quoi elle parle et elle saura aussi dénoncer les impostures de ses adversaires. Donc c'est un profil qui peut-être n'est pas très connu du grand public, mais Emmanuel Macron nous a habitués à aller chercher des personnalités qui n'étaient pas sur le devant de la scène au début et à en faire des personnalités politiques. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Là on verra pour Valérie Ayé ce qu'il en est. On est qu'au début de la campagne, donc pour l'instant on observe la façon dont elle rentre dans les débats. Je voudrais revenir juste un point sur ce que vous avez dit sur le Rassemblement national et la Russie. Il y a un rapport parlementaire de l'Assemblée nationale qui a listé précisément tous les points, toutes les accointances qu'on pouvait trouver un rapport sur les ingérences étrangères et qui a pointé les accointances qu'on pouvait trouver entre le régime de Vladimir Poutine et le Rassemblement national. Donc ce travail-là, il a été fait. Donc le fait qu'on puisse critiquer sur des bases objectives, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Les accointances entre le Rassemblement national et le régime de Vladimir Poutine, ça c'est un élément factuel. Donc le fait que la majorité ou tout autre adversaire du Rassemblement national se saisisse de ce type d'arguments, journalistiquement, moi je peux pas le contester. Donc ce point-là, alors peut-être que vous trouvez que l'attaque de Gabriel Attal est, maladroite ou qu'il faudrait qu'il attaque sur autre chose, mais en tout cas sur cet axe-là, je pense que la majorité n'est pas prête de le lâcher.
Non, mais moi je suis d'accord avec les points qui ont été... Enfin, je suis d'accord, j'ai connaissance de ce rapport et je ne disconviens pas de ce point. Ce que je veux dire, c'est que de là à dire que ce sont les troupes françaises, enfin les troupes russes en France, je veux dire, il peut y avoir historiquement et même aujourd'hui encore, parce que ce n'est pas que du passé, aujourd'hui encore des accointances, et je le disais, je ne cesse de le dire, Vladimir Poutine, c'est quand même le représentant en Europe majeur, un représentant majeur d'une idéologie nationaliste, patriarcale, violente, etc., que ça soit en accointance avec le Front National, c'est tout à fait certain, et que c'est pour ça qu'ils avaient des liens politiques. Tout le monde se souvient de la visite de Marine Le Pen chez Vladimir Poutine, mais qu'on le dénonce politiquement est une chose, qu'on l'attaque comme il l'a fait, je pense que là, on se décrédibilise. En fait, d'une certaine manière, il affaiblit son propos en le traitant de la sorte. Allez, on va finir ce club par la revue de presse des territoires. Alors Steve, vous avez fait le tour des quotidiens régionaux. Qu'est-ce qu'il y a à la une ce matin? La cérémonie d'ouverture des JO, on en parlait tout à l'heure, Alex, c'est à la une de l'Est républicain ce matin. Le journal se demande si la grande fête populaire qu'on nous avait annoncée aura bien lieu. En tout cas, l'organisation de l'événement est un véritable casse-tête pour les autorités. On rappelle ces chiffres, 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés le 26 juillet, annonce de Gérald Darmanin, c'était hier au Sénat. Alors vous allez nous dire si c'est en lien avec les Jeux Olympiques, mais en tout cas, la Bretagne va accueillir des personnes sans domicile fixe qui viennent de Paris. C'est les associations, Alex, c'est les associations qui accusent l'État de vouloir faire place nette dans la capitale avant les JO. Regardez cette une du Télégramme. Depuis 9 mois, les autorités déplacent vers la Bretagne des sans-abri venus des campements de fortune de la région parisienne. Le journal fait un premier bilan. Au total, plus de 350 personnes ont été accueillies ces derniers mois, selon les chiffres de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui dresse un bilan plutôt positif de ce dispositif. Alors, l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution lundi par le Parlement, mais dans les faits, dans certaines régions françaises, l'accès à l'IVG reste toujours difficile. Oui, c'est en une de l'Union ce matin, journal distribué dans la région du Grand Est. Et dans cette région, l'interruption volontaire de grossesse n'est pas si libre et aisée, nous explique l'Union. La fermeture de maternités, notamment, a entraîné la disparition de nombreux centres d'IVG ces 15 dernières années. Selon le planning familial, ce sont 130 centres qui ont disparu à l'échelle du territoire national sur cette période. Le Nord, c'est l'angoisse. L'angoisse d'un nouveau désastre. C'est en une du Voix du Nord. Les grandes marées font craindre le pire à ceux qui ont déjà été frappés par les intempéries ces derniers mois. Les coefficients des marées vont aller crescendo. Un pic est attendu le 12 mars, ce qui fait à nouveau craindre le pire, alors qu'un troisième épisode d'inondation a eu lieu la semaine dernière dans la région. Christophe, 53 ans, est dépité le 6 novembre dernier. Le temps pour lui s'est arrêté. Il a dû quitter sa maison en raison des inondations. Il ne peut toujours pas rentrer chez lui avec l'hypothèse d'un nouveau désastre. Il a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et puis on finit par cette question, qui est le meilleur ami des Français? Pour la 6e année consécutive, c'est officiellement le berger australien. Le berger australien qui est en tête des chiens préférés des Français. Le républicain lorrain nous explique tout ça. Visite dans la famille Le Guyenne qui s'est lancée dans l'élevage de cette race. C'est un chien sociable, affectueux, obéissant, plutôt beau gosse, il faut le dire. Le berger australien a tout pour plaire. Vous avez un chien, Alex? Je confirme, j'ai eu un berger australien. Ah, voilà. Félicitations. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup, Steve. C'est la fin de ce Club des Territoires. On va regarder, Catherine, la une de la revue Regard avec ce titre « Le monde existe-t-il encore ?» C'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure à propos de la disparition de l'ONU. Merci Catherine, merci beaucoup Nicolas Prissette d'être venu dans cette émission aujourd'hui. Prochain rendez-vous ce soir à 18h avec l'émission Sens Public présentée par Thomas Hugues. Et puis demain à 8h, Oriane Mancini recevra Marie Guévenoux, la ministre en charge des Outre-mer. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.